le ciel des régions forestières et côtières et certaines villes du pays. Vigilance à tous, très bonne suite de programme et à bientôt. Cadeau à gogo. Jusqu'au 6 juillet, faites le maximum de transferts et retraits d'argent pour tenter de gagner de nombreux lots par jour, par semaine et par mois. Et le plus fou, une voiture à remporter. Et pour le super gagnant, une maison. Plus de 100 millions de lots à gagner en tout. Rendez-vous vite sur l'application Orange Money Afrique ou au dièse 144 dièse. Orange. Lundi 21 juin, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. La Côte d'Ivoire et le Ghana se donnent la main pour une meilleure économie cacaoyère dans les deux pays. Les experts ivoiriens et ghanéens travaillent à adopter l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana d'une charte. Les choses prennent forme. La Côte d'Ivoire occupe le secrétariat exécutif de l'organisation et le Ghana la présidence. Lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire a fait l'acquisition de plus de 100 000 doses de vaccin Pfizer. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé la campagne avec l'OMS dans les 10 districts sanitaires de la capitale économique. En sport, le ministre Albert François Amichia prend officiellement la tête du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023. Son prédécesseur, Fekese Lambert, lui a remis les dossiers afférents à sa nouvelle fonction. Et puis au Mali, cette attaque subie ce matin par les hommes de la force française Barkhane à Gao, zone nord du pays. Un véhicule piégé a été utilisé par les terroristes. Des militaires français et des civils maliens ont été blessés, des kamikazes tués. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Les experts ivoiriens et ghanéens s'attellent depuis ce matin à doter l'ICCIG, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, d'une charte. Témoin privilégié de cet exercice, le ministre d'État ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture. Objectif, rendre l'organisation solide et durable pour le bonheur des économie cacaoyère des deux pays. Cette rencontre d'Abidjan place le Ghana à la tête de l'organisation et le secrétariat exécutif revient à l'Ivoirien Pierre-Alex Assonvo. À Bangourou, le directeur général des douanes ivoiriennes a une rencontre avec ses collaborateurs de la zone Est. Ils ont échangé sur la méthode à adopter pour améliorer la qualité de service dans les différentes directions régionales. Hermaniamia. Face à ses collaborateurs de la zone Est à une rencontre à Abengourou, le directeur général des douanes ivoiriennes s'est exprimé sans langue de bois. S'il a été aussi direct avec eux, c'est parce que selon lui, il reçoit régulièrement à ses bureaux trop de plaintes des usagers sur des faits de mauvais accueil, d'escroquerie et d'abus de confiance formulés contre certains agents des douanes. Celui des douaniers qui se rend coupable de tels manquements, lorsqu'on le débusque, on le met sur la place de la République. On dit le voici, c'est celui-là. C'est celui-là, pour parler comme nous les Ivoiriens, voilà celui qui veut gâter notre nom là, c'est lui. Tout le monde le voit, tout le monde sait. Au moins, quand vous allez passer, on saura que ce n'est pas vous. Mais quand on
le cache. Ben, on est dans l'entité globale, voilà, c'est les douaniers. Non, 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 ça ne sera plus les douaniers, ça sera le douanier. Cette rencontre entre le directeur général des douanes et ses collaborateurs s'inscrit dans une campagne de sensibilisation pour l'amélioration de la qualité des services des douanes commanditée par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État qui veut une administration des douanes moderne et modèle. Le directeur régional des douanes d'Abengourou s'est réjoui de cette rencontre de vérité. Il a indiqué que ce message du directeur général des douanes n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. J'avoue que c'est des choses dont nous avions déjà parlé avec l'ensemble de nos collaborateurs. Il est arrivé confirmer ce que nous avait déjà confié comme instruction et nous avons été heureux qu'il se soit adressé directement à eux. Je crois qu'à travers les interventions de M. le directeur général des douanes, chaque agent interpellé, il a dit à l'occasion de son intervention, le matricule il est individuel pour dire que chacun devra répondre de ses actes déviants. Et ça, j'ai apprécié sa rigueur. Avant Abengourou, le directeur général des douanes était dans les localités de Korogo, Daloa et Boaké pour passer le même message. La caravane de l'entrepreneur a fait escale à l'école supérieure de commerce et d'administration de l'entreprise. Elle est aussi allée à la rencontre des autres grandes écoles de l'INP-HB de Yamoussoukro. La fondation Keidan entend ainsi susciter chez les étudiants l'esprit d'entrepreneuriat. Chancha Kwame. Pour la troisième étape de la caravane de l'entrepreneur, 4 panélistes ont été retenus par la fondation Keidan à l'étape de Yamoussoukro. Gilles Ataï s'est prononcé sur le rôle majeur de la bienveillance en entrepreneuriat. Didier Drogba, footballeur international, a parlé de la nécessité de savoir gérer son succès pour éviter de voir son ascension freinée. Gilles Alexandre Ndia a insisté pour sa part sur l'importance du choix du partenaire d'affaires. Ce choix est primordial pour le succès de l'entreprise en création. Ils ont déjà des amis qui sont sur le campus avec qui ils sont tous les jours. Pourquoi ne pas commencer maintenant, commencer à s'unir, commencer à former cette entreprise à partir de l'école. Et je pense que l'ESCA est une école d'élite et donc ils peuvent vraiment produire en fait des entreprises d'excellence à partir d'ici. Enfin, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a souligné que l'administration c'est bien, mais créer son entreprise, c'est encore mieux. Chaque année, c'est entre 200 et 300 000 personnes qui viennent sur le marché. Il est extrêmement difficile pour l'État seul de faire face. Donc nous encourageons nos jeunes à aller évidemment vers le secteur privé et surtout à aller vers l'entrepreneuriat parce que notre pays regorge d'opportunités dans tous les domaines. Et pour couronner les panélistes, Amadou Samankoua a présenté les différents secteurs d'activité ou entreprendre aux étudiants. Les étudiants ont beaucoup appris de ces échanges. J'ai eu assez d'informations en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je pense que par l'entrepreneuriat, nous pouvons travailler à nos propres comptes. Ça a été vraiment enrichissant pour moi en tant que personne parce que j'ai pu prendre des initiatives intérieurement, j'ai pu définir des priorités, des objectifs par rapport à ce que je me fixe comme objectif pour les années à venir. Initiée par la fondation Keidan, dirigée par Alain Kouadio, la caravane de l'entrepreneur a pour objectif d'inculquer la culture entrepreneuriale aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Revenons dans le détail sur cette rencontre du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana travaillent à faire bouger les lignes. Noël Niagno. Do solemnly affirm, atteste sur l'honneur que je servirai pleinement l'initiative en ma qualité de secrétaire exécutif et que je m'engage à maintenir et préserver, protéger de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire et Ghana. Avec cet engagement de l'Ivoirien Pierre-Alex Assanvo, premier secrétaire exécutif, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana devient opérationnelle à côté de ce 21 juin 2021. Mission de l'institution, superviser et gouverner tous les accords avec en prime la question des prix aux producteurs. La grande question aujourd'hui, c'est le prix du cacao aux planteurs. Donc la première action pour moi serait de réconcilier et renforcer le dialogue avec l'industrie pour comprendre comment est-ce que nous pouvons passer au-delà des problématiques actuelles. Organe suprême, le comité de pilotage doit être l'affaire de tous, d'où l'appel du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, à toutes les parties prenantes. Il est de notre devoir à tous, gouvernants, membres de l'organisation
sinon de l'organe opérationnel de l'initiative qui vient d'être mise en place, partenaires techniques et financiers, dont certains sont dans cette salle, producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur, d'œuvrer pour la prospérité des activités de l'initiative, car la pérennisation des activités de nos braves producteurs et l'économie cacaoyère en dépendent. Le cacao, une matière première stratégique pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, un facteur de consolidation de l'intégration régionale comme l'ont été le charbon et l'acier au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour l'Union européenne. Ici, nous avons déjà la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais cette communauté doit être renforcée, consolidée par des intégrations dans certains secteurs stratégiques tels que c'est fait aujourd'hui le cacao. Producteurs et exportateurs sont unanimes pour la pertinence de cet outil au service du bonheur des producteurs. Alors, ce qui fonde ma satisfaction d'abord, c'est que la Côte d'Ivoire et le Ghana se soient rapprochés pour un objectif que les exportateurs épousent, à savoir l'amélioration du revenu des planteurs. C'est une cause à laquelle adhèrent tous les exportateurs. Je suis très heureuse cet après-midi que vraiment il y a une très bonne organisation pour le comité de pilotage entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et je suis fière. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forte mobilisation entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Notons que le comité de pilotage est présidé de façon tournante. Ainsi, pour cette année, c'est l'affaire du Ghana. Le secrétariat exécutif est l'affaire de la Côte d'Ivoire. Le mandat est de 3 ans et le siège est au Ghana. C'est la rentrée touristique pour la direction régionale du tourisme et des loisirs de Korogo. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé à l'inauguration de complexes hôteliers et de projets intégrés d'hébergement, de divertissement et de loisirs. Il est question de réaffirmer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire à Mississauga. Iris Mokorogo offre enfin tous les services requis par son rang. L'unique hôtel 4 étoiles du Poro, avec 55 chambres, appartements et suites, peut à nouveau accueillir des personnalités de passage dans la région. Pareil pour le tout nouveau réceptif hôtelier 3 étoiles de Couteau dans la Bagoué, le Printemps Katana avec 45 chambres. Ces 2 hôtels de haut standing sont l'œuvre de l'ex-ministre de l'Agriculture, Dosongi Kone, cadre de la Bagoué, sur un financement de l'Atlantic Financial Group à plus de 4 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre du Tourisme, nous poursuivons depuis de très nombreuses années dans votre combat pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Avec vous, nous sommes certains que le tourisme deviendra rapidement un moteur de développement de notre cher pays. L'inauguration ce week-end de ces infrastructures, présidée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a réuni membres du gouvernement, personnalités et populations. Le renforcement des infrastructures hôtelières modernes est une préoccupation pour le gouvernement dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Korogo abrite l'une des poules de la compétition. Sur 100 emplois créés dans le monde, 10 proviennent des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et le tourisme est le 3e secteur exportateur au monde avant le secteur de la sidérurgie et le secteur de l'automobile. Quand on a vu tout ça, on comprend bien pourquoi notre aîné a bien pris ce chemin pour investir, pour faire de Korogo ville hautement stratégique et la région du Poro une région hautement stratégique dans l'économie nationale. Et nous devrons tous y contribuer. Et pour ma part, je ne manquerai pas un seul instant à jouer ma partition pour faire de Korogo et de la région du Poro un pôle attractif au plan touristique. Avec Iris Mokorogo et le Printemps Katana, ce sont plus de 200 emplois directs et plus de 600 autres indirects. Dans la soirée, le ministre du Tourisme, accompagné de son collègue de la communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, était au quartier Koko à Daleka, village des sculpteurs, pour la remise de 2 bâtiments qui serviront de stockage et des sites
d'exposition des sculptures. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration est allé ce matin à la rencontre des gestionnaires des ressources humaines dans les différents départements ministériels. L'objectif d'Anouloto est d'aboutir à une gestion optimale des ressources humaines dans les structures étatiques. Kraskando. Absence dans l'administration publique, abandon de postes, contrôle de présence et rejet massif des agents affectés dans certains ministères. Entre autres préoccupations abordées par les gestionnaires des ressources humaines au cours d'une rencontre d'échange avec la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration qui aura duré plus de 5 heures d'horloge. Il arrive souvent que les agents qui sont mis à notre disposition n'aient pas de poste de travail en raison de la capacité d'accueil qui est assez limitée par rapport à l'effectif que nous accueillons. Et lorsque, par exemple, nous exprimons besoin d'un ingénieur en travaux publics au ministère des Transports, nous attendons recevoir cet ingénieur, pas un autre profil. Le constat est que souvent, nous recevons d'autres profils que ceux que nous avons exprimés. Cette rencontre a aussi fait l'évaluation des affectations des admis au concours de 2019. Sur les 21 492 candidats admis, 20 674 ont été affectés et parmi eux, plus de 5 000 n'ont pas encore pris service. Ces questions également ont été abordées et plusieurs pistes de solutions ont été évoquées, dont notamment l'absence de contact pour appeler les intéressés, l'ignorance des intéressés quant à la procédure d'affectation, c'est-à-dire regarder comment je sais dans quel ministère on m'a affecté, et puis aussi la volonté des intéressés de ne pas aller prendre service parce qu'ils ont l'espoir de changer de ministère. Face aux différentes préoccupations soulevées, la ministre livre sa vision. Nous devons nous engager à définir une politique de gestion des ressources humaines civiles de l'État. C'est une exigence. Pour tenir compte des contraintes de modernisation de notre administration, et les DRH que vous êtes devez être naturellement au centre du processus d'appropriation de cette instruction du président de la République. Il nous faut également poursuivre l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences dans l'ensemble des départements ministériels. Le processus est en cours. Je voudrais également indiquer la nécessité d'accélérer le profilage et la codification des postes de travail. Le but visé par ces dispositions, une administration publique moderne, efficace et qui fournit aux usagers un service de qualité. On s'intéresse maintenant à la 7e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Selon la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos en Côte d'Ivoire, le pays compte environ 10 000 personnes atteintes d'albinisme. Et cette frange de la population est victime d'assassinats, de tentatives d'enlèvement et d'abandon pour les enfants albinos. Amadou Ouattara. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Kounan-Bertin, à Port-Boué. Il est l'hôte de plusieurs associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Le ministre est l'invité de marque de cette activité qui est le prolongement des festivités de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée chaque 13 juin. Une journée instituée depuis le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies pour promouvoir les droits de cette frange de la population victime de marginalisation, d'assassinat, de tentatives d'enlèvement et d'abandon. Les préoccupations des albinos aujourd'hui, c'est de lutter contre la discrimination. En 2010, nous avons enregistré 12 cas d'assassinat rituel, 18 cas de tentatives d'enlèvement et 11 cas de discrimination et d'abandon d'enfants albinos. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est venu avec des produits dermatologiques et des parapluies afin de contribuer aux actions de sensibilisation à l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme.
Kouadio Kouna-Bertin a également offert une enveloppe aux organisations œuvrant pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de cette journée pour sensibiliser nos compatriotes sur les atrocités commises sur nos sœurs et nos frères albinos. Ils ont des droits, comme nous tous, qu'il nous faut respecter. Un sketch et des messages relatifs aux droits des albinos ainsi qu'à leur intégration socio-professionnelle, des temps forts de cette commémoration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme tenue dans la commune de Port-Bouët. Les fortes pluies de la nuit du samedi au dimanche 20 juin ont causé des dégâts. Des informations ont circulé sur une destruction du pont de la Riviera Golf reliant à Maputo. Nos équipes ont cependant pu constater que l'infrastructure tient toujours. Elle est partiellement fonctionnelle car en travaux d'agrandissement depuis déjà plusieurs mois. Franck Wadio. Allumez vos phares, un panneau indicateur, la passerelle reliant la Riviera Golf à Maputo dans la commune de Cocody, bel et bien fonctionnelle, contrairement aux informations faisant état de la destruction totale de la structure suite à la pluie de la journée d'hier dimanche. Aux environs de 6h, 7h par la pluie là. Donc l'ancien pont qui était là était très bas. Et pendant nous sommes montés faire les travaux. Et hier quand il a plu, l'eau est sortie de son nid. Ce qui a fait que juste à côté, là où l'eau est passée sur le côté, ça a carrément creusé sur le côté. Il n'y a pas de pont qui a cédé. Donc hier nuit, nous sommes venus, nous avons travaillé. On a essayé de fermer avec du gravier. Et ce matin, les voitures passent facilement. Et nous avons même des agents qui sont arrêtés là pour réguler la circulation. Nous sommes en train de faire un nouveau pont que nous allons rehausser. L'ancien pont était très bas. Quand il pleuvait même, aucun véhicule ne pouvait passer par ici. Le prochain pont que nous allons faire, il sera très haut. Et facilement, l'eau va passer en bas et il n'y aura plus de problème. Des usagers rassurés donc qui reprennent le trafic sur la voie partielle mise à disposition. Tout était coupé hier, mais aujourd'hui au moins il y a embouteillage, mais on passe. Un pont plus praticable, les travaux sont prévus prendre fin dans les mois qui suivent. En Côte d'Ivoire, l'enquête à indicateurs multiples réalisée en 2016 a relevé que plus de 5 millions de personnes n'ont pas accès à des toilettes. Les communautés rurales et les écoles sont les plus touchées. Pour corriger cette situation, un vaste programme de construction de latrines est en cours et des animateurs communautaires ont été formés dans ce cadre. Ils viennent de recevoir des équipements afin de mener à bien leur mission. La Côte d'Ivoire qui ne faiblit pas dans la lutte engagée contre la maladie à coronavirus, sensibilisation, dépistage et campagne de vaccination continuent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui, lundi 21 juin, 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 377 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 42 guéris et 0 décès. À la date du 21 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 48 047 cas confirmés, 308 décès et 252 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 690 236. Le 20 juin, 7 459 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 733 375 doses de vaccins administrées. Et parlant de vaccination, une nouvelle campagne est en cours. Plus de 100 000 doses de vaccin Pfizer vont servir à cette nouvelle phase de vaccination. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé cette campagne avec l'OMS dans les 10 districts sanitaires de la capitale économique ivoirienne. Jean-Marc Djadji. Centre de vaccination anti-Covid de Trècheville. Il est 8 h du matin. Les agents de l'Edicentre acheminent de nouvelles préparations médicales et biologiques anti-Covid vers les postes de vaccination. C'est le lancement du vaccin Pfizer sous la supervision des services compétents du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, accompagne les populations cibles dans cette opération de masse. Vous verrez que tout autour de nous, dans certains pays qui ont réussi les taux de vaccination
suffisamment important. On est même en train de petit à petit d'alléger les mesures, n'est-ce pas, les mesures barrières. J'encourage tout un chacun à se faire vacciner contre la Covid-19. C'est une question de santé publique, c'est donc un devoir citoyen. Il y a une petite consultation, qu'on pose des questions, savoir si on a des pathologies chroniques, si on est allergique. Mais bon, ce sont des questions de routine. 100 620 doses de vaccins Pfizer sont disponibles pour les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Le ministère de tutelle invite aussi les populations déjà vaccinées à respecter les consignes de prévention. Le vaccin va être déployé seulement sur la ville d'Abidjan. Vous l'avez dit, il y a des contraintes en termes de conservation. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés et ensuite être ramené entre plus 2 et plus 8 degrés avant d'être administré. Nous attendons aussi du vaccin AstraZeneca pour que ceux qui ont déjà fait le vaccin AstraZeneca puissent avoir leur deuxième dose. Ce ne sont pas les mêmes types de vaccins. Donc ceux qui font le Pfizer aujourd'hui doivent continuer leur deuxième dose dans 3 semaines. Ceux qui ont eu le vaccin AstraZeneca attendront que nous ayons un nouvel approvisionnement et vont faire leur deuxième dose d'AstraZeneca. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. C'est des vaccins qui sont sûrs. Et vous avez vu, avec le vaccin AstraZeneca, nous n'avons pas eu d'effet secondaire qui a entraîné un décès. Le vaccin Pfizer serait efficace à 95% pour prévenir les infections de la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans l'actualité politique, la Commission électorale indépendante CEI donne des informations sur les élections partielles des sénateurs et le communiqué est lu par Abou Sanogo. Décision numéro 007, CEI, SNP, CC, du 21 juin 2021 portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021. La Commission électorale indépendante, CEI, article 1, déclare, conforme aux prescriptions légales, la composition des dossiers de candidature de Déni Akadi Claude et Mele Djaboud Hilaire, candidat dans la circonscription électorale des Grands Ponts, Traoré Drissa, Diaby Vassiriki, Ousmane Silla et Touré Nabi Issouf, candidats dans la circonscription électorale du Kabadougou, Kambiré Sié et Yen Tontoli Ange Patrick, candidats dans la circonscription électorale du Bunkani, Ouattara Ouseni et Kosonu Kwasi Ignace, candidats dans la circonscription électorale du Gontougo, Niézéré Ignace, Baflan Laure et Clé Georges, candidats dans la circonscription électorale de l'Anawa. Article 2 déclare éligibles les surnommés. Article 3 indique que tout électeur peut contester devant le Conseil constitutionnel la présente décision dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de publication de la liste des candidats par la CEI. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tout autre moyen. Décision délibérée par la Commission électorale indépendante en sa séance du 21 juin 2021. 18e session du RPCP, Renouveau pour la Concorde et la Paix. À l'ordre du jour, le bilan et la relance des activités du parti. Pour la présidente, il est important pour sa formation politique de s'impliquer de façon importante partout en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Cheikh Koné. Elle a indiqué dans son discours d'orientation à la faveur de la 18e convention de sa formation politique qui s'est tenue au siège de son parti à Cocody. Henriette Lagou a affirmé que son parti va travailler à son implantation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Un bureau politique de la maturité et du redécollage, selon la présidente du RPCP, Renouveau pour la Concorde et la Paix. Henriette Lagou a en outre insisté sur le fait que la paix, pierre angulaire du RPCP, doit être davantage au cœur des actions de son parti. Elle s'est ensuite donné pour objectif de positionner le parti comme une force politique d'avenir. Nous avons réussi le retour sécurisé d'exilés et qui se sont réfugiés hors du pays à la faveur de la crise de 2010.
Nous avons été les pionniers en matière de réconciliation et de paix dans notre pays. C'est dans cette veine que nous avons pris part à l'élection présidentielle de 2015 où nous avons porté un candidat. Première expérience présidentielle. Elle fut enrichissante, profitable pour notre parti. Le RPCP, parti politique centriste, a vu le jour le 12 décembre 2012. Selon ces tests, une convention se tient entre deux congrès et a la compétence de délibérer sur tous les problèmes dans ce laps de temps. Le parti se prépare pour son deuxième congrès qui s'y tiendra cette année, 2021. En sport, il y a eu passation de charges ce lundi au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 entre l'ancien président Fekese Lambert et le nouveau Albert François Amichia. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est désormais piloté par François Albert Amichia qui remplace à ce poste Lambert Fekese. Une cérémonie protocolaire de passation de charges présidée par Aoutou Emmanuel Kofi, directeur de cabinet du Premier ministre, en présence des membres des différentes commissions techniques du COCAN. Sur l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023 attribués à la Côte d'Ivoire, Lambert Fekese a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des travaux et les difficultés qui pourraient handicaper la marche du COCAN. À ses collaborateurs, il a demandé de se mettre à la disposition du président entrant. Appréciant ce bilan à mi-parcours, François Albert Amichia a dit son admiration pour le travail réalisé avant de souhaiter la contribution de tous pour relever les défis liés à l'organisation de la CAN 2023. Le temps est compté. Nous sommes à moins de 2 ans de la tenue de la CAN 2023 et il nous faut aller vite. C'est une CAN qui se déroule dans plusieurs villes du pays. Nous allons donc associer non seulement l'administration déconcentrée, mais également les structures décentralisées, c'est-à-dire les maires, les présidents des conseils régionaux et maintenant avec la nomination des ministres-gouverneurs, nous allons travailler avec toutes ces personnes. Avant de passer la main à son successeur, Lambert Fekese s'est entretenu une trentaine de minutes avec lui à huis clos avant de lui souhaiter bon vent. Structure créée en 2017 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique, le COCAN a pour mission de concevoir et de mettre en place des infrastructures dédiées à la CAN 2023 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Dans l'actualité internationale, dans le nord du Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont été attaquées ce lundi. Un véhicule piégé a été utilisé par les terroristes. Des militaires français et des civils maliens ont été blessés, des kamikazes tués. Le bilan précis n'a pas encore été annoncé. La Côte d'Ivoire en marche, votre magazine fait un focus ce soir sur les actions gouvernementales dans le domaine des ressources halieutiques et de la pêche. Retrouvez après ce journal Delphine Blas. Et moi je vous dis, passez une très bonne soirée et à demain.